Bonjour, général Tozin. Bonjour, mon général. Bonjour Monsieur Stocker. Comment allez-vous? Eh bien, écoutez, mieux que la France. Ah bah oui, ah bah, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Je vous souhaite bonne santé et longue vie. Donc, je vous souhaite d'être en effet en meilleure santé que la France, honnêtement, hein. Je rappelle les livres du général Tozin qu'on ne présente plus par ailleurs. Euh, il a émergé un peu sur la scène publique avec Rebâtir la France, un projet présidentiel. Rebâtir la France, mon engagement, et c'était le sien pour 2017-2022, et ça reste son engagement au-delà du particularisme électoral français. Son livre où il dit tout son amour de la France, où il parle de son père, le général Didier Tauzin, apprends-lui à aimer la France, à en crever. Ça en dit long. Voilà, exactement. Ça en dit long sur les motivations du général, et c'est pour ça que j'ai pensé que sur cette semaine, cette séquence où on a eu beaucoup de géopolitologues et on va voir plutôt des militaires cette semaine pour nous parler de la situation, entre autres en Ukraine, c'était important de commencer par un général qui disait tout son amour de la France et le mettre en apposition finalement avec ceux qui nous dirigent. Est-ce que Jean-Noël Barrot aime la France quand il dit ce qu'il dit sur l'intervention en Ukraine? Est-ce que Emmanuel Macron aime la France aujourd'hui? Toutes ces questions, on aimerait vous les poser, vous, en tant que général. Et déjà, la première, donc vous demandez déjà comment vous considérez sur le plan général la situation internationale avant de revenir sur la France. Vous avez bien sûr la possibilité d'introduire votre sujet comme vous le souhaitez. Et après, petit à petit, je vous poserai des questions. La victoire de Trump, les menaces à l'est de l'Europe, éventuellement le Proche-Orient, si vous souhaitez ou non en parler. Voilà, je vous laisse déjà dans un premier temps la parole avant de commencer l'interrogatoire, mon général. Bien, merci beaucoup. La situation mondiale. Il se trouve que, d'ailleurs, je le relate dans ce dernier livre, il se trouve que en 94-95, j'étais à l'état-major de l'armée de terre à une cellule prospective. La prospective, ce n'est pas recevoir des messages du ciel, c'est dire, un travail intellectuel à partir de données solides du passé, du présent, un travail intellectuel pour envisager l'avenir. Et il nous avait été demandé d'envisager ce que serait la situation de la France et du monde dans les années 2020 à 2030. Et nous arrivons à 2025. Et nous avions malheureusement vu juste. Nous avions écrit, peut-être pas textuellement, mais nous avions écrit en substance que ces années 2020-2030 seraient sans doute potentiellement les plus dramatiques de toute l'histoire de l'humanité. Parce que l'humanité s'était donné les moyens de s'autodétruire en quelques minutes, l'arme nucléaire, le bactériologique, le chimique, maintenant l'intelligence artificielle, etc., etc., de s'autodétruire en quelques minutes, et nos hommes politiques continuaient de raisonner, je ne dirais pas comme à l'époque de l'homme des cavernes, parce que peut-être était-il plus civilisé que nous aujourd'hui, mais uniquement de raisonner en termes de conflits d'intérêts, de rapports de force, etc. Or, quand on est dans une situation comme l'est l'humanité aujourd'hui, il faut changer de logiciel. Il faut aller voir les choses autrement. Parce qu'il suffit maintenant d'une étincelle, que ce soit au Proche-Orient, en Ukraine ou ailleurs. Il suffit maintenant d'une étincelle pour déclencher le pire. Et je me souviens que nous avions écrit, et je le rapporte donc dans mes livres, nous avions écrit que cette situation, si elle dégénérait, pouvait aller jusqu'à, provoquer 5 milliards de morts au niveau mondial sur à peu près 8. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, c'était juste avant l'été, je ne sais plus quel est son prénom, Kennedy, qui a rejoint Trump. Oui, Bob Kennedy Jr. Voilà, c'est ça, a dit la même chose. Or, nous ne correspondons pas. Je n'ai pas son numéro de téléphone, n'est-ce pas? Il a dit la même chose, que la situation actuelle est potentiellement très grave et que cela pourrait conduire à 5 milliards de morts. Donc, si vous voulez, c'est que nous sommes sur un volcan. Et maintenant, il suffit d'une étincelle pour que le pire se déchaîne.
Alors, cette étincelle, d'où peut-elle venir? Elle peut bien sûr venir d'à peu près n'importe où, parce que les réflexes humains, quand ils sont mal gérés, peuvent conduire à n'importe où. Mais je crois que si nous voulons tenter d'éviter le drame, le pire n'est jamais certain que lorsqu'on y est. Attention, que lorsqu'on est dans le pire, là c'est certain. Mais pour l'instant, il n'est pas certain. On peut l'éviter. Mais pour l'éviter, il faut, comme je disais tout à l'heure, changer de logiciel. Est-ce qu'on veut vaincre Poutine? Est-ce que ça a un sens de vouloir vaincre Poutine dans la situation actuelle qui peut nous porter à donc 5 milliards de morts au niveau mondial, qui peut porter à l'éradication pure et simple de l'Europe, n'est-ce pas? Est-ce qu'on veut vaincre Poutine ou est-ce qu'on veut d'abord la paix? Non pas la paix à n'importe quel prix, non pas la paix du type qui se couche devant quelqu'un d'autre, non mais la vraie paix, c'est-à-dire celle qui suppose une démarche d'humilité et de vérité. Or, dans l'affaire, par exemple, de l'Ukraine, j'ai dit, j'ai écrit, je répète, je maintiens que à la racine de la guerre d'Ukraine aujourd'hui, la responsabilité est de l'OTAN et des Américains en particulier. J'ai vécu comment dire, la fin de l'URSS et le début de la Russie. On avait du mal, on imaginait mal d'ailleurs la Russie redémarrer vraiment, si vous voulez, on était relativement inquiets sur l'avenir de ce grand pays, quand l'URSS s'écroulait. Et à ce moment-là, je me souviens très bien que la Russie, avec Yeltsin en particulier, demandait à entrer dans l'OTAN. Demandait à entrer dans l'OTAN. Et nous, repoussé. Niet. Et j'ai même appris qu'aux États-Unis, par exemple, se développait un courant de pensée à partir de Wolfowitz et Brzezinski, deux Américains d'origine est-européenne, qui disaient si la Russie se redresse, nous la détruirons. Et pour détruire la Russie, il faut s'emparer de l'Ukraine, il faut casser l'Ukraine. C'était ça. Donc, dès 90, 12, 14, c'était cette orientation de la part de l'OTAN. C'est-à-dire, à la racine de la guerre d'aujourd'hui, il y a l'attitude de l'OTAN et des Américains. Et nous avons nos responsabilités, nous aussi Français, pour avoir abandonné le chemin, si je peux dire, gaulliste, gaullien plutôt, comment dire, non-ingérence, enfin, ou de non-alignement plutôt, de non-alignement. Quand Nicolas Sarkozy a fait rejoindre le commandement militaire intégré de l'OTAN par la France, il a commis une faute majeure du point de vue stratégique. Et donc, aujourd'hui, nous sommes aussi responsables. Pour obtenir la paix, il faut commencer par reconnaître ses torts, d'une manière humble et véridique. Ça ne veut pas dire se coucher devant l'autre. À partir de là, on peut envisager la paix. Aujourd'hui, eh bien, on n'est pas du tout sur ce registre. Quand j'entends que le président Macron vient encore de signer, je crois, un pacte comment dire, défense réciproque, on ne sait plus quoi, avec Zelensky, je me dis qu'on marche sur la tête, quoi. Et ça, c'est au niveau mondial parce que la situation, l'approche par exemple, de Netanyahou au Proche-Orient est très similaire à cela. Quand à une réflexion du président Macron, il a répondu, mais n'oubliez pas que nous sommes depuis les éternités, nous sommes le peuple qui doit vous apporter la liberté et la vérité. On est sur une autre planète. On est vraiment sur des réflexions religieuses, certes. Je cherche parfois mes mots, pardon, mais sur un autre registre que le registre purement politique. Donc, je crois qu'on est dans une période extrêmement difficile et je maintiens que nous avons des gens qui devraient changer radicalement de logiciel ou alors il faut changer les gouvernants. Attends, c'est une autre affaire. Alors, peut-être première question par rapport à cela. Beaucoup, parmi les gens qui sont justement des gens de bonne volonté, qui sont des gens de paix,
imagine que depuis l'élection de Donald Trump, aujourd'hui président élu aux États-Unis, eh bien, Trump va siffler la fin de la récréation. Alors, deux questions par rapport à cela. Est-ce que vous envisagez comme étant une hypothèse crédible, si ce n'est qu'il arrêtera la guerre en 24 heures, Donald Trump, qu'en tout cas, il va engager des négociations et nous allons pouvoir faire baisser petit à petit la pression? Ça, déjà, question générale. Et puis, deux, d'ici le 20 janvier et son intronisation en tant que président en exercice à la Maison-Blanche, est-ce que nous sommes dans la période justement de tous les dangers, ce qui contrevient d'ailleurs à la tradition qui voulait qu'un président américain battu, ou en tout cas ne s'étant pas représenté, une fois le verdict des urnes tombé, préparait tout simplement, en collaboration avec son successeur, la suite de l'engagement américain, que ce soit sur le plan national ou international. Et on se rend compte que là, c'est absolument l'inverse, puisque alors qu'ils n'ont plus de légitimité, même démocratique, ils continuent à mettre de l'huile sur le feu. Oui. Alors, d'abord, clairement, si j'avais été citoyen américain, j'aurais voté Trump. Ce n'est pas pour ça que je suis un Trumpiste fanatique. Hein. Le problème n'est pas là. Hein. Entre les deux, il fallait choisir, j'aurais choisi Trump. Deuxièmement, ce que je crois savoir, c'est que Trump a été, lors de son premier mandat, le seul président américain à ne pas avoir déclenché de guerre pendant son mandat, justement. Et donc à avoir une attitude plutôt pacifiante. Bon. Ceci étant, je ne sais pas du tout j'ai entendu parler des rapports supposés entre Trump et Poutine, etc. Bon, c'est possible, mais je n'ai pas de certitude sur le sujet. Hein, de toute façon, je pense que lui va essayer d'apaiser les choses. À quel prix, en particulier pour l'Ukraine? À quel prix, en particulier pour l'Europe? Je ne sais pas. Mais je crains que le prix ne soit assez lourd, en particulier pour l'Europe en général. Ceci étant, je crains aussi son attitude à l'égard du Proche-Orient, parce que je crois qu'il est entouré de gens qui sont plutôt dans le camp belliciste du côté de Netanyahou, n'est-ce pas? Ça, je ne suis pas du tout tranquille sur le sujet. On en parlera après, si vous souhaitez. Ceci étant, la situation intérieure, oui, effectivement, des informations que je reçois moi-même me montrent que la situation intérieure américaine n'est pas très intéressante en ce moment. Elle est même plutôt difficile. Si vous voulez, les démocrates pensaient avoir, comment dire, la main sur le monde désormais, n'est-ce pas? Et ils constatent qu'ils sont en train de perdre la main. Et étant donné tout ce qu'ils ont inventé, initié, tous les drames dont ils sont aussi responsables, il ne faut pas non plus l'oublier, hein, eh bien, ils ont la trouille. Et je pense ils risquent d'avoir ce que j'appelle, moi, comme militaire et chasseur, le réflexe du fauve blessé à mort et acculé. C'est sûr. Voilà. Et donc, foncez pour en casser le maximum, essayer malgré tout de sauver sa peau, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose que je crains fort, aux États-Unis même, déjà, hein, et puis ensuite au niveau mondial. Parce que j'ai l'impression que ces temps-ci, ils attisent un petit peu la guerre en Ukraine. Oui. Et moi, je crains cette période de 2 mois. Si on s'en sort sans drame, eh bien, on peut envisager vraiment une amélioration de la situation. Mais on n'en est pas sorti. On vient juste d'y entrer. Mon général, alors, par rapport à ça, comment jugez-vous, la position de l'Europe, et deux, ce qui vous importe le plus en tant que patriote, la position de la France, la position encore de Jean-Noël Barrot, expliquant qu'il ne fallait se fixer vis-à-vis d'une puissance nucléaire aucune ligne rouge et autoriser la frappe dans la profondeur aussi de nos missiles Scalp.
Ouais. Euh, je pense que l'Europe et la France sont sur une très 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 mauvaise trajectoire, une trajectoire quasiment suicidaire. Euh, Parce qu'elles sont mal fondées. D'abord, tiens, ça me rappelle, euh, il y a un an à peu près, un peu plus d'un an, j'ai eu une conversation avec un cardinal africain que je ne nommerai pas, Oui, oui, euh, mais très très renommé. j'avais déjà découvert son identité la dernière fois. Ah oui, d'accord, qui est très très renommé, hein, Bien et sûr, le qui, cardinal Sana, oui, voilà, Sarah. Sarah, voilà, Sarah, et qui me disait, mais il est normal que la France aille si mal parce que après avoir porté le message civilisateur du Christ pendant 1000 ans, elle porte celui de Satan. Donc, il est normal qu'elle en prenne plein figure. Alors, c'est une façon chrétienne de voir les choses, à laquelle j'adhère, mais je crois que nous sommes un continent qui est en train de se suicider. Nous sommes en train de renier tout notre passé, toutes nos racines. Il ne faut pas oublier que l'Europe en entier, la France en particulier, sont fondées sur des racines grecques, romaines et essentiellement chrétiennes. Et donc, nous sommes en train de renier tout cela. Donc, il est normal que ça aille mal. Un arbre dont on arrache progressivement les racines, eh bien, il finit par crever, tout simplement. Eh bien, c'est ce qui va se passer pour nous si nous continuons comme ça. Alors, l'Europe, si vous voulez, telle qu'elle est construite aujourd'hui, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Nous sommes en train de construire une fédération européenne à l'image de ce que font les Américains, alors que nous sommes des pays souverains depuis parfois plus de 1000 ans, hein, même beaucoup plus parfois. Hein. Et donc, moi, je verrais beaucoup. Je ne suis pas du tout contre une construction européenne qui favoriserait la paix entre Européens, bien entendu, c'est essentiel, après les 2 siècles qu'on vient de passer, hein, qui favoriserait la paix, qui favoriserait l'entente avec les autres pays, qui serait un facteur de pacification mondiale. Euh, mais pour cela, il faut beaucoup plus, selon moi, une confédération plutôt qu'une fédération. C'est-à-dire une confédération d'États souverains qui délèguent à la confédération ce que chacun ne peut pas faire de lui-même. Par exemple, les frontières européennes. Il y a certainement d'autres choses encore qu'on ne peut pas, qu'un État tout seul ne peut pas faire dans la situation actuelle. Mais il faut, selon le principe de subsidiarité qui a, comment dire, organisé, qui a été à la racine de l'organisation de notre continent, de notre civilisation, pendant plus de 1000 ans. Et le principe de subsidiarité, contrairement à ce que disait Giscard d'Estaing, ça ne part pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. C'est-à-dire tout ce que le citoyen de base peut faire par lui-même, personne n'a le droit au-dessus de lui de lui imposer autre chose. Ce qu'il peut faire par lui-même, dans la mesure du bien commun, de la loi, etc. Et, par exemple, aujourd'hui, eh bien, moi j'habite un village du Sud-Charente, le maire n'a plus aucun pouvoir. Il n'a plus aucun pouvoir. Hein. Tous les pouvoirs lui ont été enlevés. Bon, eh bien, le principe de subsidiarité voudrait que le maire ait tous les pouvoirs qui sont de son niveau et que personne ne vienne s'immiscer dans son travail. Et bien, ça serait pareil au niveau européen. Il faudrait faire ça au niveau européen. Ça, c'est une chose essentielle pour l'état d'âme, l'état de l'Europe. Hein. Et ensuite, non pas rompre avec les Américains, il ne s'agit pas de rompre avec eux, mais prendre des distances. Nous sommes assez adultes quand même par rapport, nous aussi, Européens. On n'est pas obligé de devenir des colonisés, parce que nous sommes devenus de plus en plus une colonie américaine, et ça c'est insupportable. C'est insupportable. Hein. Et c'est pour ça aussi que cela va très mal. Il faut accepter que la Russie soit européenne, non d'une pipe. Je ne suis pas un gaulliste fanatique et de très loin. Il n'empêche que la Russie est un pays européen, qu'on le veuille ou non. C'est un fait. Alors, dresser tous les Européens contre la Russie à cause de l'Ukraine, la guerre à l'Ukraine, dont je répète, je l'ai dit tout à l'heure, l'OTAN est responsable. Hein, l'OTAN est le premier responsable, il n'est pas le seul, c'est évident. Les Russes ont aussi leur responsabilité, c'est évident. Mais la première responsabilité est de l'OTAN, donc occidentale. Je sais plus quoi dire. Donc il faut revenir à des choses réelles, en particulier l'idée que la Russie est un pays européen, etc. Et à partir de là,
Enfin, il faut changer, là aussi, il faut changer de logiciel. Il faut arrêter de voir et puis, surtout, beaucoup plus important peut-être que tout cela et qui commande tout, c'est le regard qu'on porte sur l'être humain. Notre civilisation est fondée sur un principe fondamental. L'être humain est la plus grande créature de tout l'univers, voulue par le Créateur pour régner sur la création. Aujourd'hui, on en fait un truc, un objet, prêt à le jeter. Un futur vieux con gêneur qu'on fout, à qui on donne l'euthanasie parce qu'il nous ennuie. Voilà. C'est ça aujourd'hui la conception de l'être humain qui est véhiculée par l'Europe en général et par les États-Unis aussi, par le monde occidental en Au général. nom de la dignité à mourir. Hein. Au C'est nom de toujours la au nom de dignité à la mourir. dignité. La Hein. liberté du corps de la femme, la dignité à mourir, c'est toujours pour des grands principes. Hein. Pour des grands principes qui sont complètement déconnectés de notre civilisation et qui donc vont conduire à la, si nous continuons, parce qu'on peut s'arrêter aussi hein, et revenir en arrière, hein, mais si nous continuons, vont conduire à la mort de notre civilisation. Et cette disparition de la civilisation européenne, alors je raisonne à vues humaines, hein, je ne suis pas, on va dire, versé en eschatologie, etc. C'est pas, à vues humaines, à la fin de ce siècle, c'est-à-dire dans moins de 80 ans, on parlera de la France avec admiration, mais au passé. Et pareil de l'Europe, avec admiration, mais au passé. Et parce que bien, nous aurons disparu, tout simplement. Nous sommes dans une phase de suicide occidental, de suicide de l'Europe en particulier et de la France surtout. Et il faut quitter ce chemin suicidaire, sinon dans moins d'un siècle, on sera mort. On parlera de nous comme on parle aujourd'hui des Phéniciens, du grand Exactement. siècle de Périclès, de la Exactement. grandeur de l'Empire romain. Exactement. Et aujourd'hui, donc, nous profitons encore matériellement, etc. Mais ça va pas durer, hein. Ça va pas durer parce que notre démographie, c'est une véritable catastrophe. La démographie européenne et mondiale, il ne faut pas l'oublier. Tiens, c'est intéressant ça. Euh, Quand j'étais donc à l'état-major de l'armée de terre, cellule prospective, nous avions considéré que la démographie était un élément essentiel, bien entendu, de l'avenir. Et il se trouve qu'il y a quelques mois à peine, j'ai lu dans un journal, un quotidien, à peu près vraiment epsilon près, les mêmes conclusions que ce que nous avions écrit, nous, en 94-15. C'est-à-dire que la démographie, avec bien sûr des modalités différentes d'un continent ou d'un pays à l'autre, mais la démographie mondiale est telle que alors là c'est assez plus loin, mais enfin quand même, c'est pour nos arrière-petits-enfants, hein, n'est-ce pas? En 2200, eh bien, nous serons revenus à moins de 2 milliards d'habitants. Parce que la démographie mondiale, aujourd'hui, voyez-vous, nous allons atteindre un sommet dans 20 ans à peu près, et puis ensuite, la démographie, la population mondiale va décroître. En ce moment, il n'y a que 2 régions dans le monde qui voient leur population augmenter, l'Afrique noire et les pays arabes arabo-musulmans. Mais déjà, on sent que la fertilité baisse. Au niveau mondial, il n'y a plus le taux de remplacement de la population, c'est fini, on n'y arrive plus, on ne se remplace plus. Avec la Chine, par exemple, qui comptait 1,5 milliard d'habitants il y a 4 ans, en 2020, aura 500 millions d'habitants en 2120, c'est-à-dire un tiers de ce qu'elle compte aujourd'hui. Un pays comme ça, c'est un pays qui vieillit terriblement. Donc, tout part avec, si vous voulez, l'économie s'en va. Enfin, voilà. Hein, quand on vieillit, bien sûr, forcément, les choses s'écroulent progressivement. Hein. Eh bien, ça va être vrai pour l'humanité, avec bien sûr des variantes selon les pays. En ce moment, c'est plutôt la Chine et l'Europe qui sont en train de se dépeupler, ce qui facilite, augmente, si vous voulez, les risques de migration gigantesques, mais ensuite, ce sont tous les pays qui vont se dépeupler, hein, avec tous les risques que cela emporte. Voilà. On va peut-être maintenant, si vous le voulez bien, mon général, commencer dans le focus
parler vraiment de la situation de la France. Oui. On peut comprendre par rapport à la Russie, hein, et à la guerre en Ukraine et à l'OTAN. On peut comprendre éventuellement que les pays baltes aient gardé une dent. J'ai eu un échange un peu houleux un jour avec un Français de l'origine russe qui ne comprenait pas la propagande et la position des pays baltes, par exemple, par rapport à la Russie. Bon, on va dire qu'ils ont des circonstances atténuantes, même si il faut à un moment donné être en mesure d'oublier et de faire la paix, sinon on est dans une guerre perpétuelle. Mais bon, passons. La Pologne, qu'il y ait des contentieux avec la Russie, bon, c'est quand même pas nouveau. L'Allemagne et son mépris bien connu et légendaire pour la Russie, la Sainte Russie. Mais la France, alors les Britanniques, n'en parlons pas. N'en parlons même pas des Britanniques, mais la France quand même. Quand on sait, encore une fois, ça dépasse de loin la personnalité du général de Gaulle, mon général. C'est la façon dont le tsar, alors que nous les attaquons, va sauver la peau de la France. La France aurait pu disparaître si le tsar n'avait pas, en 1815, mis son veto au démembrement. Et puis ce sera un peu pareil en 1870. Les Cosaques arrivent jusqu'à Paris, mais en repartent tout de suite. Il n'y a aucune volonté de punir la France pour ses aventures guerrières, qui pourtant, des fois, furent de véritables aventures. Donc la France, il y a un lien quand même très particulier entre la France et la Russie. Au-delà même il y a ce que vous avez dit, le non-alignement qu'on a connu à l'époque de la guerre froide, mais même au-delà, dans l'histoire de France, il y a vraiment un lien qui unit. Comment peut-on imaginer ce qui est en train de se passer avec un président qui est le plus belliciste aujourd'hui? On le sait, avec le Premier ministre britannique, ils sont allés faire pression sur la Maison-Blanche pour cette autorisation de frappe dans la profondeur, pour être couvert par le suzerain américain. Comment expliquez-vous, si ce n'est par la trahison, et la position de la France aujourd'hui dans ce conflit? Ce n'est pas la position de la France, c'est la position du président Macron. D'accord. Voilà ce que je pense vraiment. Alors, comment j'ai le sentiment, je ne peux pas apporter de preuves à tout ce que je vais dire, hein, mais du fait de ma formation, j'ai une formation militaire dans le renseignement, les opérations spéciales, etc. J'ai aussi appris à me projeter dans l'avenir, et sans avoir forcément tous les arguments solides, concrets pour dire. Il y a, je crois, quelque part, pas forcément dans le président Macron lui-même, il n'est peut-être qu'un instrument, il y a une volonté quelque part de détruire la France. De détruire la France. Et là, on entre dans une dimension qui est totalement, différente. Ce n'est plus une dimension strictement politique. C'est très important, la politique. Mais l'être humain n'est pas qu'un être temporel. Il a, après, à un moment, son corps meurt, mais il y a l'éternité. Notre civilisation est fondée aussi sur cette affirmation qu'il y a une vie après la mort et que le temps de la vie terrestre, ce n'est même pas ça par rapport aux 10 milliards d'années, hein, par rapport à ce qu'on va vivre après. Hein. Et donc, il y a quelque chose. Et donc, dans cette façon de voir, qui frise l'eschatologie, etc. L'eschatologie, c'est la science des fins dernières, hein, et puis, etc. Et donc, il y a ce que, encore le cardinal Sarah, mais beaucoup de gens dans l'histoire, pas uniquement lui, beaucoup de gens dans l'histoire ont dit il y a une vocation de la France, une vocation à porter la civilisation au monde. Vocation de fille aînée d'église, disent certains, etc. Mais à porter la civilisation au monde. La vocation de la France, c'est de servir l'être humain, quel qu'il soit et où qu'il vive, de servir non pas comme un larbin, mais pour l'aider à grandir, à s'épanouir. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une période où on fait tout pour détruire l'être humain. Alors là, je suis un habitué, si vous voulez, d'exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Vous avez entendu parler de lui. Hein. Il faut noter que dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, il y a la distinction entre le bien et le mal,
et l'affirmation que bien et mal se cognent en permanence. Bien. Ça, c'est dans toutes les cultures. Hein. C'est Baal et Yahvé, c'est Allah et puis j'ai oublié son nom, Iblis, etc. Hein. Et puis Dieu et Satan chez nous. Bien. Eh bien, Saint Ignace de Loyola, qui était un officier initialement, qui s'est converti après avoir été blessé, et qui est le fondateur des Jésuites, a créé des exercices spirituels de Saint Ignace que je recommande à tout le monde. Dans lequel il parle de ce combat entre le bien et le mal, alors que lui, avec les mots de l'homme du XVIe siècle qu'il était, appelle le combat entre l'étendard du Christ et l'étendard de Satan. Ok, d'accord, c'est ça, sa façon de voir. Eh bien, nous sommes dans une phase exceptionnellement dure de ce combat. Et ça, c'est pas Netanyahou qui va me dire le contraire. C'est pas, même si personne n'en parle sur les plateaux, hein, tout le monde a ça derrière la tête parmi nos gouvernants, parmi tous ceux qui nous dirigent dans le monde. Hein, c'est tout le monde. Ils le savent parfaitement, même si, une fois de plus, ils ne veulent pas en parler pour ne pas nous alerter. Nous, hein, nous sommes encore une fois des pigeons dans cette affaire-là. Il y a donc un combat entre le bien et le mal, et l'objectif aujourd'hui au niveau, bon, peu importe, c'est de détruire la France, parce qu'elle a la mission de porter le message d'humanisation de l'homme, à grandeur de l'être humain, de tout être humain, qu'il soit blanc, gris, noir, jaune, vert, peu importe, quelle que soit sa nationalité, bon, peu importe. Donc il y a une volonté de détruire la France, et je crois que peut-être d'une manière totalement inconsciente, eh bien, mais pas uniquement le président Macron, d'ailleurs, c'est la quasi-totalité de notre classe politique, joue dans ce sens-là. Pourquoi je dis cela? Mais parce que il est très difficile aujourd'hui, j'en ai rencontré quelques-uns lors de ma campagne présidentielle, mais il est très difficile aujourd'hui de rencontrer un homme politique qui soit vraiment au service, radicalement au service de la France et de son message, de sa vocation. Et de sa vocation, voilà, j'allais dire. Sa vocation. Il est très rare. L'immense majorité de nos hommes politiques sont dans un système de partis politiques qui les transforme en voyageurs de commerce au profit d'une entreprise, le parti politique, avec un produit à vendre. Et la France est le marché et nous sommes les clients qu'il faut plumer le plus possible, mais dont on se sert pour l'entreprise, pour le parti politique. Nous sommes dans une tyrannie des partis politiques. Et la tyrannie ne peut conduire qu'à l'effondrement, ou alors il faut la remplacer. Il faut la renverser. Ça, c'est vraiment un autre problème. Mais aujourd'hui, oui, la France va mal, et le président Macron, volontairement, consciemment ou non, je n'en sais rien, mais va dans le sens de l'effondrement de la France. Alors, justement, puisqu'il y a l'étendard du Christ face à l'étendard de Satan, il y a les porte-étendards. Comment peut-on réussir à stopper cette marche vers la catastrophe, vers l'abysse? Bon, la réponse est multiple, hein, bien entendu. On a tout le temps, mon général. Allez-y. Oui, bien sûr. Alors, moi, je vous réponds d'une manière très, très honnête, très directe, à ma façon, à moi. Bon, d'accord. Je n'ai pas de prétention personnelle. Ça n'a aucun intérêt. Dans la situation actuelle, avoir une prétention personnelle, c'est une trahison. C'est une trahison. Bien. Je crois que la première chose à faire, c'est de prier. Qu'on soit chrétien, musulman, juif, n'importe quoi, il y a un Dieu, tout le monde le reconnaît. Et il faut prier pour la paix et pour que on revienne sur les rails, les bonnes rails. Bien. Ensuite, il faut agir, parce que ora et labora, hein, disait Ignace de Loyola, les bénédictins, pardon, il faut prier et bosser. D'accord, il faut agir en ce sens. Mais sur le fond, c'est un fond de prière et d'engagement spirituel. Il ne faut jamais. Il y a l'action, mais sur un fond de prière. Mais il ne faut jamais oublier que l'être humain est corps et âme et esprit, n'est-ce pas? Corps et esprit. Et l'esprit survivra à la mort de notre corps.
Hein. Et donc, nous sommes cela, il ne faut jamais l'oublier. Nous ne sommes pas des producteurs, consommateurs, futurs vieux congénères, toujours, tout juste bon pour l'euthanasie. Bien. Hein. Donc, il faut prier et travailler et agir au niveau global, politique, c'est-à-dire il faut revoir la formation des jeunes, par exemple, à l'école, il faut revoir les fondements de la politique, il faut revoir radicalement les fondements de la politique. La politique est un service. Hein, la politique doit, en France, les hommes politiques ou les femmes politiques doivent être au service de la France et des Français, alors qu'aujourd'hui, ils mettent la France et les Français à leur service, au service de leur carrière et de leur portefeuille. Hein, il faut revoir radicalement les choses dans ce sens. Ça, c'est majeur. C'est majeur. Leur projection, d'ailleurs, au niveau européen et mondial, fait qu'ils utilisent la France comme un simple marchepied. Mais c'est tout, mais exactement, exactement. Quand on est président de la République française et qu'on a pour projet, dit-on, parce que je ne peux pas l'affirmer, d'être président de l'Europe, eh ben, écoutez, ça veut dire qu'on est dans une démarche, on est dans une marche de carrière, hein. Or, le chef n'est pas là pour faire carrière. Le chef, il est là pour servir. C'est l'un des fondements de politique, pas uniquement politique d'ailleurs, mais de notre civilisation. Le chef de famille, le chef militaire, le chef religieux, le chef politique sont là pour servir. L'opposé de cela, mon général, c'est Macron, pour une indiscrétion, mais tout le monde sait qu'il l'a dit, au moment de la dissolution, et ensuite, il a dit qu'il se démerde. Eh bien, voilà. Oui, mais ça, c'est très, très malsain, ça. C'est très malsain. Voilà. Et donc, bon, je peux continuer pendant longtemps. Il faut agir, revoir les choses radicalement. Mais je crois que pour cela, ça va être extrêmement difficile, hein, parce que le système est complètement ficelé. Oui. Alors, je l'ai vécu pour la campagne 2017. C'est ahurissant que le système est ficelé. Donc la tyrannie, je dis bien la tyrannie et non pas la dictature, parce qu'on fait la confusion en permanence aujourd'hui, ce qui est une erreur, c'est peut-être une faute d'ailleurs volontaire, n'est-ce pas, hein, pour bien faire la... Oui, il y a une dictature saine et positive au sens celle de Cincinnatus, qui par exemple, on va interrompre le cours commun pour sauver la patrie, pour sauver la nation, et alors ensuite revenir à une logique plus institutionnelle. Ça, c'est la dictature, elle est temporaire. La tyrannie, c'est un mode de système. Voilà, permanent. Exactement. Et si vous voulez, fondamentalement, et c'est un intellectuel musulman qui m'a mis le doigt sur cette affaire, si vous voulez, dans un cycle de conférences au Liban, à Byblos. Le tyran, il prend le pouvoir pour s'en servir, s'enrichir, enrichir ses copains, et cela au risque même de tuer les autres, etc. Il se sert, lui, tandis que le dictateur est appelé par le souverain, que le souverain soit un roi, soit le peuple, soit n'importe quoi, d'accord ? Le Sénat, par exemple, à Rome, le dictateur est appelé par le souverain pour un temps déterminé, hein, et on lui dit, voilà, ta mission, tu rétablis la situation, et puis après, tu retournes dans ton potager. Hein, c'est-à-dire vraiment quelque chose de... C'est un serviteur. Et on rappelle qu'aujourd'hui, le souverain, en démocratie, c'est le peuple. Le souverain, c'est le peuple. Donc, bien au peuple de se bouger, quoi, si je peux dire. Alors, c'est pas facile à dire. C'est facile à dire, mais c'est pas forcément facile à faire. Je vois pas comment faire autrement, sauf intervention divine, toujours possible. Mais ça, Et alors, mon général, est-ce que à un moment donné, il faut aussi faire confiance aux quelques institutions qui restent, dont l'opinion publique porte encore sa confiance. Et il n'y en a plus beaucoup. Hein, les sondages, et là, pour le coup, on n'en parle pas beaucoup de cela. Hein, ce n'est pas les sondages de popularité sur la personnalité préférée des Français où on touche le fin fond du ridicule. Là, ces sondages sont toujours les mêmes. La seule institution
qui survit. Même la police, suite à l'épisode des Gilets jaunes, on a pris un coup en termes de popularité. La seule institution qui reste aujourd'hui, auquel les Français restent attachés, alors en dernier, évidemment, vous avez les partis politiques, la justice ne se porte guère mieux. Voilà. Et la seule institution auquel les Français ont encore confiance aujourd'hui, c'est l'armée, disons-le clairement. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi s'appuyer pour restaurer la situation, pour restaurer le pays, sur cette institution militaire, selon vous, mon général? La réponse n'est pas si facile que ça, voyez-vous, parce qu'il y a l'armée, n'est-ce pas, comme ensemble, mais il y a aussi les chefs militaires. Et l'armée fait ce que les chefs militaires lui disent de faire. Ouais. Et oui, ça c'est normal. Or, les chefs militaires, il faut regarder l'histoire, je ne parle pas du présent, parce que, premièrement, je ne les connais pas, ils sont beaucoup plus jeunes que moi. Et puis, même si je les connaissais, je ne porterai aucun jugement en public. Bien. Mais quand on regarde dans l'histoire, bien entre le général Boulanger, le maréchal Pétain, le général de Gaulle, etc., les chefs militaires n'ont pas tous la même option, même s'ils se disent tous au service de la France. Hein. Mais ça ne produit pas forcément Il y en a un, par exemple, chef militaire, dont de Gaulle aurait dit: pour la France, il eût mieux valu que Napoléon n'existe point. Bonaparte. Et oui. Le général oui. Bonaparte. Le général Bonaparte. Voilà, il aurait mieux valu que Bonaparte n'existe pas. Point. Bien. Voilà, donc, si vous voulez, plutôt que l'armée, hein, globalement, et il faut que le souverain se choisisse un chef. Le peuple souverain. C'est à lui de le faire. Surtout en évitant toute violence, parce que nous sommes dans une situation telle que ça peut aller très, très, très loin, hein, au niveau national. En évitant toute violence, mais alors que ce chef soit militaire ou pas militaire, homme ou femme, il faut que ce soit quelqu'un en qui inspire confiance, hein, par non seulement ses capacités, etc., mais aussi son amour de la France et son sens du service. Et il y en a des gens comme ça, j'en connais, nous en connaissons tous. Hein. Voilà, je crois, je me méfie, si vous voulez, de le recours à l'armée en tant que telle. L'armée en tant que telle, je ne vois pas. Mais, vous savez, encore une fois, je peux me tromper, moi aussi. Oui, mon général, mais vous le savez, et ce n'est pas le chrétien que vous êtes qui allait me contredire, c'est la providence qui dicte les choses. Or, aujourd'hui, c'est bien un problème militaire et la volonté, au-delà d'avoir toujours beaucoup de plaisir à pouvoir échanger avec vous sur ce canal ou sur d'autres, d'ailleurs, Général Tauzin, ce qui dicte aussi cette intervention ce matin, c'est la situation en Ukraine, et pas seulement la situation en Ukraine, c'est-à-dire la position de la France telle qu'elle a été présentée encore durant ce week-end par le ministre des Affaires étrangères, qui n'exclut pas l'envoi de troupes au sol. Bon, là, alors, ça engage l'armée, c'est-à-dire, et l'engagement de l'armée va engager la France dans toutes ces dimensions dont vous avez parlé. Ouais, alors, pardonnez-moi parce que je n'avais pas compris votre question comme cela. Non, non, mais c'est pas que je n'avais pas. Je voilà. viens petit à petit au cœur du sujet, vous inquiétez pas, vous l'avez parfaitement compris. L'engagement en Ukraine, pour moi, c'est une faute. Je n'ai pas dit une erreur, c'est une faute. Voilà. Parce que l'erreur, on ne fait pas exprès. La faute, on le fait volontairement. Parce que ça risque d'être un déclencheur du drame dont je parlais au début de cette émission. Et maintenant, je répète, il suffit d'une étincelle pour déclencher le drame. Et ces positions de nos soi-disant politiques, parce que pour moi, ce ne sont pas des véritables politiques, ces gens-là. La politique, c'est un service. Eux, ils sont pas au service. Sinon du drame. Eh bien, cette position risque de produire l'étincelle du drame gigantesque, pas uniquement français, mais mondial. Il ne faut pas oublier que, tiens, j'ai lu, c'était il y a quelques mois,
Sous la plume, j'ai oublié son nom, pardon, c'est dommage, sous la plume d'un homme, un scientifique qui avait été responsable des recherches dans une grande entreprise française, hein, mais scientifique, hein, et qui expliquait que si les Russes le voulaient, eh bien, ils pourraient, par exemple, jeter une bombe nucléaire en mer au nord-ouest de l'Irlande, une bombe nucléaire qui provoquerait un raz-de-marée de 600 mètres de haut, lequel déferlerait sur l'Europe jusqu'à Varsovie, ce qui ne provoquerait que 400 millions de morts. On les compte un peu, hein, voilà. Quand on a des choses, des perspectives comme cela, et qu'on continue d'être un boute-au-feu, hein, eh bien, on est traître. Il ne s'agit pas de plier devant Poutine, il ne s'agit pas de plier devant qui que ce soit, il faut rechercher la paix et d'abord arrêter d'attiser le feu qui couvre. Mais non, c'est ça. Hein. Arrêter d'attiser les haines. Reconnaître les bêtises qu'on a faites au cours des 30 ou 40 ou 50 ou 100 dernières années, parce qu'un homme politique, ça doit réfléchir très loin devant et très loin derrière. Regardez très loin derrière pourquoi la situation d'aujourd'hui, et puis regardez très loin devant pour voir ce que la situation d'aujourd'hui peut produire pour l'avenir. Voilà. Hein. Et aujourd'hui, on n'en est pas là. On n'en est pas là, allô, mais oui, je vous entends. Vous me voyez? Oui, je vous vois et je vous entends. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Je ne vois plus, mais je vous entends. Ah ben, c'est l'essentiel. et écoutez, on peut continuer. Pour le moment, moi, on ne me dit pas qu'il y a un problème technique majeur, mon général. Non, mais c'est mon ordinateur. Est-ce que vous croyez, mon général, que eh bien, une coalition des esprits forts, de ceux qui veulent établir la paix, et il faut être soldat de Dieu, porte-étendard, disiez-vous, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas faire usage, même si c'est symbolique, de la force pour imposer la paix? On ne peut pas laisser ce train d'enfer continuer, on ne peut pas laisser celui qui nous conduit à l'abysse, au précipice, continuer à le faire. Je ne vous pousse en aucun cas, ce n'est ni dans ma façon d'être et de faire que de dire mais il faut y aller, il faut faire quelque chose, mais à un moment donné, comment arrêter ça? Comment dire stop à ce qui est en train de se passer? Parce qu'il semble que rien ne les arrête et ils vont toujours plus loin, au cas par cas. Ils n'ont de cesse. Et la France, d'ailleurs, a toujours joué, regardez, un rôle particulièrement délétère. C'est avec Macron. On a été les premiers à donner des chars, on a été les premiers à évoquer qu'on pouvait donner des avions, on a été les premiers à dire qu'il fallait utiliser, même si on ne l'a pas fait en premier. Et puis de toute façon, souvent, malheureusement pour la France, on n'a guère les moyens de nos ambitions, hein, et même de l'ambition de ces ambitieux. Mais néanmoins, nous sommes un peu une sorte de bout en train, de bout de feu, de bout en train de la guerre, si j'ose dire, au bout de feu, comme si c'est quand même, à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que c'est le peuple qui doit aller dans la rue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous dites qu'on est à une étincelle, ils nous ont conduits à une étincelle de l'apocalypse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'imagine que vous vous posez la question, mais est-ce que vous avez au moins quelques éléments de réponse? Oui, alors bien sûr. Alors d'abord, je suis d'accord avec vous. Il y a un usage légitime et sain, S-A-I-N, de la force, hein, mais cet usage pour être légitime doit être mis en regard des conséquences possibles qu'il peut avoir. Oui. Et oui, il faut faire très attention, hein, que ce soit dans la guerre extérieure ou dans les conflits intérieurs ou les conflits familiaux, etc. Donc, je maintiens que pour l'extérieur, la guerre en Ukraine en particulier, les conséquences possibles de ce conflit sont tellement graves qu'il faut faire le maximum pour éviter. Parce que s'il ne s'agissait que, entre guillemets, parce que vous savez, le soldat que je suis, qui a vécu une trentaine d'opérations extérieures, qui est responsable d'environ 3000 morts, dont
très peu de petits Français, heureusement, mais c'est toujours trop, ils pèsent ces mots sur le sujet. S'il ne s'agissait que de quelques milliers, de dizaines de milliers de morts, entre guillemets, ça peut se faire, cette guerre. Mais quand il s'agit de 5 milliards de morts au niveau mondial, c'est tout à fait autre chose, avec une régression dramatique de toute la civilisation, de tout, absolument tout. On retournerait instantanément à l'âge de pierre. Bien. Alors là, il faut faire très attention à l'emploi de la force. Et au niveau national, eh bien, notre pays, notre nation est aujourd'hui tellement divisée que là aussi, une étincelle peut y mettre la catastrophe. Donc, il faut, dans toute la mesure du possible, éviter la violence. Mais la force est distincte de la violence. Vous avez la force matérielle, militaire, etc., mais vous avez la force morale, l'organisation, etc. La violence est plutôt dans l'ordre moral quelque chose de très négatif, alors que la force est quelque chose de très positif dans l'ordre moral. Et bien dans l'ordre politique aussi. Et donc là, des gens, je crois que cela commence à se faire, des gens peuvent s'organiser pour trouver l'homme ou la femme idoine. Et je crois que les choses commencent à se faire, tout doucement. Je ne sais pas si ça va déboucher, mais encore une fois, il faut faire le maximum pour éviter cette étincelle, parce qu'après, on ne maîtrisera plus rien. On maîtrisera plus rien. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, non seulement dans nos banlieues, mais enfin un peu partout en France, tous les jours, il y a des assassinats, des coups de couteau, des policiers abîmés, etc., etc. Tous les jours, plus le trafic de drogue qui sous-tend tout cela, qui alimente toute cette violence, entre guillemets, bas niveau, entre guillemets, bon, on abîme bien les gens, en tout cas. Eh bien, et encore une fois, il suffit d'une étincelle pour qu'on ait le pire. Et je ne pense pas qu'il faille chercher à revivre des moments comme 1793, quoi. La force, oui, mais la force vraiment maîtrisée dans un esprit non pas de violence, mais de pacification et de reconstruction. Et ça, c'est très important. On assimile trop souvent force avec force physique et violence. Il ne faut pas. Oui. Je ne sais pas si je suis clair. Si, vous êtes très clair. D'ailleurs, les militaires, les officiers ont parfaitement conscience de cette distinction pour être obligés des fois d'user de la violence, donc dans la guerre, de la force, en tout cas une force militaire qui aboutit à une violence. Donc cette distinction, elle est symbolique, mais pas seulement, elle est liée à la légitimité. Oui. Mais mon général, question, même si en effet vous ne voulez pas, et je peux le comprendre, juger les officiers généraux et officiers supérieurs aujourd'hui d'active, il n'y a pas de lien, il n'existe pas de lien entre les généraux de seconde section, les généraux en retraite, et puis les généraux d'activité. Est-ce que, justement, il y a une solidarité militaire? On parle de vos pères. Est-ce que ça veut quand même dire que quelque part, les anciens sont écoutés par les plus jeunes, ou est-ce qu'on a complètement coupé? Moi, la question que je me pose, c'est sur les militaires d'aujourd'hui, de façon générale, et ce n'est pas nominatif. Est-ce que, en quelque sorte, leur soumission aux politiques est telle qu'il n'y a plus de véritable grande communauté militaire? On parlait de la grande muette, alors qu'il y a des choses que vous ne vouliez pas nous dire. Mais est-ce qu'au moins vous vous dites les choses entre vous? Parce que souvent, on le sait, hein, le père est général, le fils est général, le neveu, l'oncle est général, le neveu devient général. On sait parfaitement ça. Hein. Moi, il suffit de voir, on le repère bien. Hein. On voit qui a été. Certaines fiches Wikipédia, vous le voyez bien. Ah, celui-là, il a fini colonel. C'est bizarre. Parce qu'alors, il y avait même des compagnons de libération, il n'y a que des généraux tout autour. Il y a aussi des familles. Je veux dire, il y a des liens. Est-ce que ça existe au moins, ce qui permet de faire passer des informations? Ou pas du tout?
Ah, oui, bien sûr qu'il y a des relations entre les militaires, les généraux d'actifs, les généraux en retraite, en réserve. C'est évident, il y a des relations, pas forcément très fréquentes, mais il y a. Euh, mais si vous voulez, alors je vais raconter une anecdote que j'ai Ouais. vécue. Une anecdote que j'ai vécue. Mon père, qui n'a fait que 39-45 Indochine et Algérie, n'est-ce pas, a quitté l'armée en 64, 65. En 74, 9 ans plus tard, je suis, en sortant de Saint-Cyr, je suis affecté au 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine à Bayonne. Régiment dont il avait été le porte-drapeau, dont il a été l'un des fondateurs, si je peux dire, parce qu'il était parachutiste SAS de la France libre, etc. Et donc, 9 ans après que lui ait quitté l'armée. J'arrive là, et bien sûr, pour la Saint-Michel, fête des paras, je l'invite. Ma mère. Donc, ils sont venus tous les deux. Et ils ont retrouvé des anciens, dont David Sterling, le fondateur des SAS, des anciens de Libye, etc. Bon, c'était très, très, très émouvant et bien arrosé. Et puis, bon, après la cérémonie, on se retrouve chez moi, au calme. Et puis, il me dit, ce n'est plus mon armée. Ah. Ce n'est plus mon armée. Eh bien oui, parce que l'armée change avec les générations. Oui. C'est évident. Hein. C'est évident. Hein. Je serais aujourd'hui renvoyé dans le temps à l'armée de Bonaparte, je serais un peu paumé, quoi. C'est normal. Et donc l'armée, comme toutes les institutions, comme tout, hein, change en permanence. Hein. Et donc, si vous voulez, il y a aujourd'hui moi j'ai quitté l'armée maintenant depuis 16 ans. Donc, il y a dans l'armée d'aujourd'hui des choses qui moi, m'étonnent. Et pour les anciens, pour les jeunes d'aujourd'hui, je peux les étonner sur certains points. Bon, ça reste l'armée française, c'est évident, au service de la France, c'est clair. Mais, mais ce n'est plus la même chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, oui, on parle entre nous, mais euh, l'armée d'aujourd'hui, c'est autre chose que la mienne, je ne sais pas comment vous dire. Si, mais c'est compréhensible. Bah, je pense que de toute façon, on est sur des militaires maintenant qui sont beaucoup plus dans une relation de verticalité avec le pouvoir politique que de véritable C'est possible. communion. C'est possible, c'est tout à fait possible ce que vous dites. Hein. Je ne porterai pas de jugement sur le sujet, mais parce que je ne le veux pas. Oui, Euh, oui, oui. voilà. Et donc, mais encore une fois, que le peuple de France soit attaché à son armée, c'est magnifique, c'est très bien, il le faut, c'est nécessaire. Hein. Mais tout fondé comme espoir sur l'armée en tant qu'entité, je ne vois pas. Hein, parce que dans l'armée, écoutez, moi j'ai connu je vais dire très clairement, des vrais cons. Hein. Il y avait des types absolument remarquables, mais il y a aussi des gens qui sont tout à fait dingues. Que ce soit au combat, dans le respect de l'autre, en particulier de l'adversaire, etc. Mais donc, c'est pas l'armée en tant que telle que le peuple doit appeler, c'est un homme, une femme, qui soit militaire ou pas militaire. Voilà. Donc, ceci étant, si c'est un militaire, ça sera un militaire. Et ça ne serait pas la première fois dans l'histoire de France. Là, ce que je dis est purement circonstanciel. Je parle de l'armée parce qu'on est sur une phase militaire. Ou même, alors, voir les choses inversement. Est-ce que vous me confirmez quand même que la vocation d'un militaire est bien justement d'être au service du peuple et d'être au service des Français et non pas au service justement d'une caste politique? J'entends derrière cela le fait que leur vocation est justement de défendre les Français. Or, moi, j'ai l'impression aujourd'hui que nous avons des politiques qui mettent des cibles dans le dos de chaque Français. Et ça va nous permettre de finir et de sortir de ce sujet pour aller vers le Proche-Orient, si vous le voulez bien. Mais, Oui. à mon avis, l'attitude de Macron, à un moment donné, en disant on va faire une grande armée internationale pour aller
détruire le Hamas, c'était aussi, quand on sait les épisodes terroristes qu'on a pu connaître dans le passé, mettre une cible dans le dos de chaque Français. Mais les militaires qui ont vocation justement à défendre les Français, est-ce que ça n'entre pas en contradiction, ce qu'ils sont obligés de faire aujourd'hui, avec ce qu'est leur vocation profonde, sans même savoir quelles conséquences ils doivent en tirer? Ça en effet, c'est à eux, en conscience, de prendre des décisions par rapport à ça. Mais est-ce que vous ne croyez pas que déjà aujourd'hui, sur le simple plan de l'analyse, en général, il y a un hiatus, il y a une contradiction chez les militaires, ce qui explique, à mon avis, chez les policiers, beaucoup de suicides. Hein. C'est-à-dire que quand on est confronté dans la vie à deux choses totalement incompatibles, des fois, certains préfèrent encore sortir par la petite porte. Est-ce que justement, cette contradiction aujourd'hui, elle n'est quand même pas forte et il faudrait en sortir par l'action? Alors, oui, il y a contradiction et j'ai quelques témoignages de militaires qui ne se sentent pas bien du tout dans le système actuel. D'où cela vient-il? Le soldat, l'officier en particulier, mais les sous-officiers, etc., sont formés pour servir la France. Aux ordres du gouvernement, qui normalement, lui, a pour vocation de servir la France et les Français. Or, aujourd'hui, et ce n'est pas uniquement depuis le président Macron, parce que ça date depuis pas mal de temps, au moins 50 ans, les gouvernements français ne sont plus au service de la France et des Français. J'ai vécu dans ma carrière militaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, une trentaine d'opérations, dont certaines, heureusement, qui en sont passées calmement, sans mort ni blessés, étaient, enfin, totalement injustifiées d'un point de vue moral, d'un point de vue patriotique, totalement injustifiées. C'est fait pour servir les intérêts d'un homme politique français, point. Et ça, c'est inadmissible. Mais cela vient du fait que nos politiques ne sont plus au service de la France. À partir de là, eh bien, tout dérive. Bon, maintenant, comment rétablir la situation? Moi, si vous voulez, combien de fois m'a-t-on demandé, mais faites un coup d'État? J'ai fait un coup d'État dans ma vie militaire, d'accord, hein, mais d'un, ce n'est pas du tout la même chose de le faire en France, dans son pays, et deuxièmement, je n'en ai pas les moyens, je ne veux pas en avoir les moyens, parce que c'est le début d'un drame. C'est l'étincelle qui porterait au drame, d'accord. Il faut que ce changement, dans toute la mesure du possible, se fasse pacifiquement. À quoi maintenant? Je ne sais pas. On revient toujours sur ce même sujet et on reste dans la politique nationale. Comment exactement? J'y réfléchis beaucoup, souvent, mais il faut que, oui, le peuple, et je l'ai dit tout à l'heure, je n'en dirai pas plus, mais je le sais, il faut que le peuple s'organise pacifiquement pour ces choses-là. Cela commence, M. Stocker. Très bien. Je ne dirai pas plus. Hein. On est heureux de le savoir, en tout cas. Oui, non, mais alors maintenant, est-ce que ça portera des fruits? Quand? Je ne sais pas, mais il faut tout faire. Écoutez, j'ai vécu 3 guerres civiles sur le terrain. 4 guerres civiles sur le terrain. Un petit peu le Liban. Nous sommes dans la situation du Liban dans les années 70. Aujourd'hui, nous, en France. Hein. La Somalie, le Rwanda et la Yougoslavie. Hein. Sur le terrain, eh bien, je peux vous dire que c'est horrible. Et notre pays est aujourd'hui dans la situation du Liban de 1970-75. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose de dramatique. Hein. Il faut faire le maximum pour l'éviter. Ça ne veut pas dire on plie bagage, ça ne veut pas dire qu'on abandonne la partie, ça ne veut pas dire que... Non. Hein. On laisse la tyrannie... Non, ça ne veut pas dire ça. Mais il faut tout faire pour éviter le drame. Au niveau national, comme au niveau mondial. Vous me donnez, Général, l'occasion justement de changer le focus et à nouveau, alors là, élargir et aller au-delà de l'Europe, aller au-delà de la France, de l'Ukraine, de l'Europe et aller voir un petit peu ce qui se passe au Proche-Orient. Vous parlez du Liban, la belle affaire, le Proche-Orient et le Liban qui est presque un rêve français, une construction française d'un État multiethnique et surtout multiconfessionnel plutôt, soyons précis.
dont on voit aujourd'hui l'effondrement, la destruction, alors par un État étranger en particulier, même s'il n'est pas le seul, à mon avis, responsable de la destruction du Liban. En tout cas, aujourd'hui, il en est le bras armé de cette destruction, c'est l'État d'Israël. Comment jugez-vous, justement, pour connaître aussi cette région du monde, la situation là-bas, sachant qu'en plus, en début d'entretien, vous avez dit qu'autant vous aviez plutôt confiance en Trump pour l'Est de l'Europe, autant vous ne savez pas à quoi ça pourrait aboutir, sa politique demain au Proche-Orient. Bien. Alors, je vais quand même donner deux ou trois précisions avant de répondre. L'antisémitisme n'est pas l'antisionisme. Ce sont deux choses différentes. L'antisémitisme, c'est une forme de racisme, tandis que le sionisme est une forme d'idéologie, qui est née avec la période du Christ, n'est-ce pas, quand le Sanhédrin et puis Pilate ont refusé Jésus, le Sanhédrin parce qu'il attendait, et le peuple d'ailleurs, parce qu'il attendait un roi terrestre, et que Jésus a dit, moi je ne suis pas un roi de la terre, mon royaume n'est pas de ce monde. Et donc là, le Sanhédrin l'a refusé, et il a continué sur la logique pré-testamentaire, hétéro-testamentaire, n'est-ce pas? Et puis donc, ça a donné le sionisme, qui est une idéologie. Bien. Donc, on a le droit d'être hostile à une idéologie. Mais moi, je suis hostile à toutes les idéologies, parce que les idéologies sont des constructions destinées à, à s'emparer du pouvoir et à se maintenir au pouvoir au détriment de la vérité et au détriment de l'être humain. Voilà. Toutes les idéologies sont pernicieuses, plus ou moins, mais la France vit au rythme de la création. Maintenant, on en crée une tous les 15 jours, j'exagère à peine. On crée une idéologie pratiquement tous les ans maintenant. Mais la France vit au rythme des idéologies depuis maintenant 250 ans, 300 ans, et elle se détruit. Elle se détruit. La patrie telle qu'elle a été conçue à partir de 1700, ça remonte bien avant lui, d'ailleurs, avant 1789, mais ça s'est focalisé en 1789. La patrie qui est destinée à en fait remplacer Dieu, eh bien, ça nous a conduit à sacrifier des millions d'êtres humains, etc., etc. Voilà. L'idéologie, toutes les idéologies sont pernicieuses et sont à combattre, mais toutes, absolument toutes. Que ce soit le wokisme, le racisme, bon, peu importe. Mais le sémitisme n'est pas une idéologie. Ça, c'est autre chose. Donc, il faut mettre un point là-dessus, premièrement. Deuxièmement, je veux dire aussi que dans ces 2 dernières années, j'ai vu une dizaine de vidéos. Alors, je me méfie aussi des vidéos, ça peut être des montages, etc. De vidéos en particulier de rabbins, plus ou moins fougueux. Il y en a un que j'ai toujours dans les yeux, et disant sur cette vidéo, le Messia, c'est-à-dire leur Messie à eux, va arriver, est sur le point d'arriver, ou est arrivé. Il faut que nous facilitions sa mission qui est de gouverner le monde, et pour cela, il faut éradiquer le christianisme et tuer tous ceux qui offensent Yahvé tous les jours. Il ajoute, ça ne fait que 6 milliards de morts. C'est-à-dire que ces gens-là, si vous voulez, sont dans une perspective à la fois politique, mais aussi religieuse et essentiellement eschatologique, c'est-à-dire de fin des temps. Je ne dis pas que nous sommes à la fin des temps. Je ne peux pas le dire, je ne suis pas compétent en cela. Mais eux se mettent dans une perspective de fin des temps. Et quand on entend, j'ai peut-être dit en début d'émission, Netanyahou répondre à Macron, mais nous sommes le peuple éternel qui doit apporter la vérité, la liberté au monde, on peut considérer qu'il est lui-même dans une position eschatologique et religieuse. Bien. À partir de là, si vous voulez, eh bien, ça peut aller très loin.
Parce que quand on est dans une position comme celle-là, on n'accepte pas le retour en arrière. On n'accepte pas d'avoir tort. Ouais. À mon avis, les risques de dérapage sont beaucoup plus importants au Proche-Orient qu'en Ukraine. C'est-à-dire, Pardon. quel risque de dérapage au Proche-Orient qui serait plus important qu'en Ukraine? Qu'est-ce que vous voyez comme possibilité justement d'embrasement? Ah ben, tout simplement le déferlement de guerre nucléaire, etc., etc. Hein. Mais il faut savoir aussi que pourquoi je dis cela. Le, Alors, au XVIe, XVIIe siècle, au XVe, XVIe, XVIIe siècle, au moment où se crée l'Église anglicane qui se sépare de Rome, ensuite les protestantismes, etc., eh bien, les sionistes se sont installés de manière importante en Angleterre. Et ils ont tissé des liens avec le pouvoir anglican. Hein. Et puis ensuite, ils se sont installés aux États-Unis. Et ils ont tissé des liens avec donc le pouvoir aussi protestant là-bas. Hein. Sachant que tous ces gens-là ont des visées plutôt anti-catholiques, n'est-ce pas? C'est pas facile à dire tout ça. Et donc, la situation actuelle est une résultante, c'est un résultat de toute cette période. Et par exemple, en 1917, la Russie était en révolution, l'armée française était en difficulté, la Grande-Bretagne avait perdu beaucoup de bateaux, ne pouvait plus envoyer d'hommes sur le terrain, et donc il y avait de bonnes chances que l'Allemagne gagne la guerre, quoi. Et donc en Grande-Bretagne, les sionistes et le pouvoir se sont arrangés. Les sionistes ont dit au pouvoir, écoutez, si vous nous promettez la création de l'État d'Israël, eh bien, nous vous assurons que l'Amérique entrera en guerre contre l'Allemagne. D'où l'entrée en guerre de l'Amérique contre l'Allemagne en 1917 et la création de l'État d'Israël, etc. Donc, si vous voulez, il y a une continuité historique et il y a aussi le sionisme qui, encore une fois, n'est pas l'antisémitisme et qui veut installer un roi temporel sur le monde. C'est-à-dire, c'est le règne temporel de certains juifs, pas tous, parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas entendre parler de ça. Hein. Voilà. Donc, à partir de là, si vous voulez, on va aux extrêmes. Comment on peut y aller? Eh bien, peut-être par une, je cherche les mots, pardonnez-moi. Oui, c'est-à-dire que. Je vous en prie, allez-y. Oui, bien sûr, l'étincelle, mais aussi la montée aux extrêmes. Vous parliez de la montée aux extrêmes de l'escalade. Une forme d'alliance poussée aux extrêmes entre les sionistes américains et puis le pouvoir américain, etc., etc. Il y a des quantités de choses. Hein. Il faut regarder la situation actuelle, comme toujours dans toute l'histoire, mais peut-être plus particulièrement aujourd'hui, à la lumière de ces choses-là, l'eschatologie. Vous avez aussi quelque chose qui va très bien dans cela. Vous avez aussi le fait que vous avez sans doute entendu parler du catéchone, c'est-à-dire le catéchone. Bien sûr. Voilà, ce qui retient l'avènement de l'Antéchrist. Qui retient l'avènement du mal, de l'Antéchrist. Eh bien, aujourd'hui, la Russie se prend pour le catéchone. C'est peut-être vrai, hein, mais la Russie se prend pour le catéchone. Vous avez Medvedev qui a dit il y a 2-3 ans les cavaliers de l'Apocalypse sont arrivés, etc., etc. Il y a des quantités de choses comme ça. Donc, on est dans une situation qui n'est plus raisonnable au sens basique du terme, si vous voulez, au sens basique du terme, hein, mais complète, c'est-à-dire il faut prendre tout en dimension. Et à partir du moment où la Russie se prend pour le catéchone, eh bien, elle arrive forcément à considérer que nous sommes un des chevaliers de l'Apocalypse. Eh bien voilà. Et bien voilà. Hein. Et c'est vrai pour tout. Et là, elle arrive à considérer aussi que les États-Unis, bien plus encore que nous, plus que nous peut-être, hein, etc., etc. Donc on est dans une situation qui est potentiellement très difficile.
Est-ce que c'est justement le fait de penser Netanyahou, moi, où il me fait le plus peur, c'est quand il dit je- en creux, je suis le bien et je vais éradiquer le mal. Ce qui est une folie parce que justement, vous êtes militaire. Alors finalement, on est au cœur de ce qui est certainement parmi vos méditations les plus profondes, mon général, en tant que chrétien et en tant que militaire. Savoir qu'en tant que militaire, il y a un usage d'une violence qui n'est pas le souverain bien, comment être en tension permanente entre ce qui est le nécessaire et le souhaitable, et que la nuit, tous les chats sont gris dans la géopolitique mondiale. Il y a peut-être dans l'absolu un bien et un mal, mais dans la réalité de nos vies et de la marche du monde, il n'y a pas d'empire du bien, de même qu'il n'y a pas qu'aucun pays, n'est à lui seul le grand Satan. Ce genre de simplifications sont extrêmement dangereuses, justement. C'est ce qui est, à mon avis, le plus dangereux pour la paix du monde. Je suis Que de d'accord se avec vous. croire. Je suis d'accord avec vous. Aucun d'entre nous n'est entièrement dans le bien ou entièrement dans le mal. Aucun. Et aucun d'entre nous et aucun pays. Hein. Mais le problème, c'est que il y a un engrenage psychologique, un engrenage intellectuel qui peut se faire dans certaines situations. Vous parlez de violence. Attendez, la force et la violence sont deux choses différentes. Le militaire le sait très bien, hein, parce que il emploie la force d'une manière raisonnable et mesurée, et dans certaines situations, pour éviter les déchaînements de violence, qui eux ne sont plus raisonnables ni limités. Hein. Les déchaînements de violence, j'en ai vécu au Rwanda quelque chose, c'est ahurissant. Hein. Et pour éviter cela, eh bien, nous employions la force qui consistait à arrêter Kagame, bon, voilà, hein, à faire la guerre, quoi. Hein. Mais la force et violence. Aujourd'hui, on distingue de moins en moins force et violence. Il faut le distinguer. Mais nous sommes dans un engrenage, je ne dis pas que nous irons à l'extrême, encore une fois, mais nous sommes dans un engrenage qui peut nous conduire à l'extrême des violences. Et quand on raisonne, que ce soit en France, aux États-Unis, en Russie, en Israël, bon, quand on raisonne comme on le fait aujourd'hui, moi je crains le pire. Hein. Je crains le pire. Qu'on se conçoive du côté du catéchone comme le font les Russes aujourd'hui, ou enfin peu importe si vous voulez, de l'autre côté comme le font les Français en particulier, comme le fait le président Macron, moi, à mon avis, on peut aller très, 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 vraiment très loin. Et ça ne m'empêche pas de dormir. Hein. Parce que de toute façon, on n'a que très peu de prise sur les événements à venir. Et puis, mais il faut y réfléchir. Et encore une fois, ora et labora, comme disait Saint Benoît, il faut prier comme si tout dépendait de la prière, dit la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, et puis agir comme si tout dépendait de l'action. Mais il faut agir. Il faut agir. Nous sommes dans une période où on ne peut pas faire autrement. Les deux. Nous sommes plus d'1h15 d'entretien déjà, mon général. C'est peut-être le moment de conclure. Je vous laisse la parole pour peut-être ramasser l'ensemble de ce que nous avons pu dire et dresser quelques perspectives d'avenir, rappelant en tout cas ce que vous avez dit au début, c'est-à-dire que même si ce n'est pas nécessairement votre type d'homme, si j'ose dire, Donald Trump, et ce n'est pas celui de beaucoup d'entre nous. Néanmoins, on aurait voté largement pour lui, parce qu'encore une fois, ben voilà, l'exemple type, dire que c'est pas l'absolu bien, mais il faut faire des choix, être incarné, c'est être dans la dualité, et dans cette dualité, on est toujours amené à faire des choix. Mais faire des choix en conscience, évidemment. Et donc, il y a quand même aussi, je crois que c'est Hölderlin, il faudrait que je retrouve la formule exacte, qui disait à mesure que le danger, que le mal augmente et se renforce aussi ce qui sauve. Et on a l'impression qu'il y a toujours ces deux forces en présence dans le monde. Alors, il est clair que, pour terminer justement en quelques minutes,
Je reviens sur, je crois vraiment, mais vraiment, comme je l'écrivais avec mes camarades en 94-95, que nous sommes à un moment clé, peut-être au moment clé de toute l'histoire de l'humanité. Parce que non seulement nous continuons à raisonner d'une manière dramatique, nos anciens aussi se plaçaient souvent dans des perspectives eschatologiques, religieuses. Non, d'accord. Nos anciens aussi, là-dessus, on n'a pas changé. Mais ils n'avaient pas les moyens de détruire l'humanité comme nous l'avons. Et donc, ce moment clé doit nous faire vraiment réfléchir et agir d'une manière radicalement différente. Il faut éviter le drame. Pour cela, il faut vouloir éviter le drame et en prendre les moyens, parce que sinon, ça reste de la velléité, ça ne sert à rien. Le vouloir et en prendre les moyens. Et ces moyens sont, je le répète, et puis tant pis pour ceux qui me trouvent trop catho, j'en ai rien à faire, je suis catho. Sont la prière, et pas uniquement pour les cathos d'ailleurs, protestants, musulmans, etc. La prière et l'action. Et il faut qu'il y ait des gens qui, en France en particulier, parce que je crois vraiment, mais dur comme fer, à la vocation de notre pays, à servir tout être humain où qu'il soit et quel qu'il soit. Il faut que partout dans le monde, mais surtout en France, il y ait des gens qui se lèvent pacifiquement. Pacifiquement, ça ne veut pas dire bêtement. On peut employer la force, mais pas la violence. Il faut distinguer les deux, pas dans un esprit de violence. Se lève pour changer les choses. Sinon, si on ne change pas de logiciel, eh bien on continuera et puis on va vers peut-être pas l'extinction de l'humanité, mais pourquoi pas, possiblement. Parce que tout peut se mettre. Tous les ingrédients aujourd'hui sont réunis. Comment dire, la réduction terrible de la foi dans le monde, la dépopulation, les divisions extrêmes, la tyrannie des partis politiques et des idéologies qui ne cessent de nous diviser et de nous dresser les uns contre les autres. Tout ça pour leur profit, mais aussi pour détruire l'humanité, parce que derrière, il y a une volonté perverse, c'est tout. Donc, voilà. Ça suffit? Ah, mais c'est très bien. Je rappelle, ça sera peut-être aussi une façon de conclure différemment, vos principaux ouvrages depuis Rebâtir la France et votre engagement pour la France 2017-2022, mon engagement pour le quinquennat. Ce livre qui est du général Didier Tauzin, Apprends-lui à aimer la France, à en crever. C'est une remémoration aussi de ce que disait votre père. Et au-delà, le Père éternel, cette formule, elle me fait terriblement penser à ce qui a abouti à la conversion d'un grand métaphysicien comme Claude Tresmontant. Ce qu'il a saisi, c'est quand il a lu ce court élément du Nouveau Testament où le Christ dit « Ceux qui voudront sauver leur vie la perdront, et ceux qui la perdront, pour moi, la gagneront ». Et je dirais qu'il y a de ça dans la formule paternelle. Qui vient d'une lettre que mon père a écrite à ma mère le 30 avril 1954. Je n'avais pas 4 ans. Je saute ce soir sur Dien Bien Phu, je vais me faire tuer. Fais de mon fils un officier et apprends-lui à aimer la France sans crever. Voilà. Merci, mon général, de nous avoir accordé tout ce temps. Et je vous dis à très bientôt dans une matinale ou sur un autre plateau de géopolitique profonde. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur Lobstocker. Au revoir. Au revoir.